De plaisir de m'avoir invité à participer à cette troisième journée scientifique. Ce qui me donne l'opportunité de partager avec vous quelques réflexions sur le rôle de la recherche dans la gestion des risques et des catastrophes. Évidemment, lorsque nous parlons de recherche, il s'agit de la recherche scientifique et de son corollaire, la recherche appliquée. Pour introduire la question, faisons un constat. Presque tous les jours, on annonce dans les médias une catastrophe à travers le monde. Ou encore on commémore l'anniversaire d'une catastrophe. Ce qui veut dire que la question de gestion des risques et des désastres, c'est une question qui est toujours d'actualité et la demande d'explication, de prévision et d'anticipation est donc forte. Et cette demande d'explication est aujourd'hui en pleine évolution à travers le monde. Et ceci pour trois raisons majeures. La première, c'est qu'on n'accepte plus ces phénomènes naturels comme une fatalité. Autrefois, les gens pensaient que quand il y avait un phénomène naturel, c'était dû à la volonté divine. Dieu voulait punir ses enfants, donc c'était une fatalité. Aujourd'hui, la science est en mesure d'expliquer l'origine de ces phénomènes, donc les gens n'acceptent plus ceci comme une fatalité. Une deuxième raison, c'est que les risques vont croissant avec l'explosion démographique. Autrement dit, plus il y a de gens à occuper un espace, plus les risques seront importants. En 1965, il y a 50 ans de cela, la population mondiale était de 3,3 milliards d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 7,3 milliards d'habitants. Donc les risques vont augmenter, surtout dans les pays en voie de développement. Et la troisième raison, c'est qu'il y a un besoin de sécurité qui se fait jour dans toutes les sociétés. Aujourd'hui, à travers le monde, on n'accepte plus, après une catastrophe, que les dirigeants viennent nous dire « je suis désolé, on ne savait pas ». Il y a maintenant des moyens pour prévenir tout ça. Donc, de ce fait, il y a maintenant une obligation d'imposer une professionnalisation. Monsieur parlait ce matin de la professionnalisation du métier de gestionnaire du risque, et c'est devenu une nécessité. Et ces gestionnaires ont besoin de données fiables, fournies pour la plupart par une constellation de satellites équipés de détecteurs qui collectent des données dans toutes les régions du spectre électromagnétique, d'où l'émission de la recherche appliquée en gestion des risques et des désastres. Donc le souci d'engager un développement durable, prenant en compte ces risques dans les bassins où ils sont présents, constitue un cadre désormais incontournable. Quel que soit le pays à travers le monde, là où les risques peuvent impacter les régions, donc il faut nécessairement se tourner vers la gestion des risques et des désastres. Nous avons parlé de risques et de catastrophes. Faisons le point sur ces termes. En gestion des risques et des désastres, lorsque nous parlons de risque, en fait, le risque, c'est le croisement entre l'aléa d'une part et les enjeux et leur vulnérabilité d'autre part. Donc voilà l'équation du risque. Risque égale aléa ou bien menace plus la vulnérabilité des enjeux. La première composante du risque, c'est l'aléa, qu'il faut savoir évaluer. L'aléa, c'est un processus naturel. Donc on n'a pas trop d'emprise sur l'aléa. Par contre, on peut le maîtriser. Il faut l'identifier. Tandis que la vulnérabilité, c'est l'impact de l'aléa sur les vies et les biens. Lorsque nous parlons d'enjeux, il existe plusieurs types d'enjeux. La population, c'est un enjeu. L'habitat, c'est un enjeu. Les infrastructures routières, les infrastructures électriques. Donc, autant d'enjeux. Donc, maintenant, à savoir, est-ce que ces enjeux-là sont vulnérables? Donc, en croisant la composante aléa ou menace qu'il faut évaluer, à la vulnérabilité qu'il faut également évaluer, on obtient donc le risque. Maintenant, à quel moment il y a catastrophe? C'est uniquement lorsque la vulnérabilité dans un pays est mal gérée. Si la vulnérabilité est mal gérée, on obtient donc la catastrophe ou bien encore le désastre. Le désastre qui se manifeste par d'importantes pertes humaines, matérielles ou environnementales, une rupture grave du fonctionnement de la communauté touchée et l'incapacité des structures locales à faire face aux actions nécessaires de secours et de rétablissement. Assez souvent, on parle de catastrophe naturelle. La catastrophe n'est pas naturelle. La catastrophe, c'est un phénomène, n'est pas un phénomène naturel physique, c'est un phénomène social. Donc dans l'équation risque égale menace plus vulnérabilité,
Si on agit sur la vulnérabilité, on peut donc réduire le risque. Alors, quels sont ces risques naturels? Bon, j'ai choisi les risques majeurs. Voilà une liste. On peut parler du risque sismique, du risque de tsunami, du risque cyclonique, du risque d'inondation, du risque de mouvement de terrain, risque d'érosion des sols, risque de sécheresse, risque volcanique. Donc, dans l'équation risque égale menace plus vulnérabilité. Donc, on voit les différents types de risques. Et la composante menace, c'est quoi? Pour le risque sismique, c'est le séisme. C'est un alien. Le tsunami, le cyclone, l'inondation, les mouvements de terrain comprenant les chutes de blocs, les glissements de terrain, les coulées bourreuses, l'érosion de sol, la sécheresse et les volcans. Donc tout ceci constitue des menaces. Or, une menace, c'est un signe qui indique un danger. Donc il faut être très prudent lorsque vous avez un risque dans un pays. Et puisque le risque est important, il faut donc le gérer. Donc voilà pourquoi on est parvenu à définir ce qu'on appelle le cycle de gestion du risque. Donc on a la boucle de gestion du risque, qui comporte 4 étapes et 3 temps. Commençons par les 3 temps. C'est avant l'événement, pendant la période de calme, il faut se préparer. Pendant l'événement, la période de crise, et après l'événement. Donc il y a 3 temps et 4 étapes. La première étape, c'est l'étape d'atténuation ou de mitigation. Ce sont des mesures destinées à réduire les risques et éviter que les risques ne se transforment en catastrophe. Donc on peut réduire les dégâts si on prend des mesures de mitigation. Ça, c'est la première mesure. Et c'est à ce niveau-là que la recherche scientifique va vraiment intervenir. La deuxième étape de la gestion du risque, c'est la préparation. C'est plutôt la préparation opérationnelle. C'est la planification préalable à la catastrophe, notamment l'élaboration de stratégies de communication, de systèmes d'alerte rapide, etc. La troisième étape, c'est pendant l'événement, c'est la réponse. C'est la mise en œuvre de plans d'urgence, particulièrement de plans de contingence, après une catastrophe, notamment la mobilisation des services d'urgence, la coordination de la recherche et des secours, et la cartographie de l'ampleur des dégâts. Et enfin, la quatrième étape, qui est la reconstruction, qui vient après. C'est la réhabilitation d'une région, souvent à travers la reconstruction, et la réhabilitation des infrastructures avant de se concentrer à nouveau sur des mesures d'atténuation. Donc on commence après. Quelle est la relation qui existe entre 1 et 4? Mitigation et reconstruction. La relation est la suivante, c'est que la mitigation coûte beaucoup moins cher que la reconstruction. Donc on a intérêt à investir dans la prévention. Si on ne le fait pas, eh bien, les autres étapes seront beaucoup plus chères. Et parfois, on ne pourra même pas les maîtriser si on ne se prépare pas. Donc, quels sont les outils scientifiques utilisés en gestion de risques et désastres? Donc, j'ai sélectionné pour vous quelques outils. Ce n'est pas exhaustif. D'après moi, le plus grand de tous ces outils, c'est la télédétection. C'est quoi? C'est l'utilisation à distance de vecteurs tels que des avions, des ballons, des fusées sondes, des satellites, des bateaux, permettant l'acquisition d'informations sur l'environnement à partir d'instruments appelés capteurs tels que des appareils photographiques, des lasers, radars, sonars, sismographes et des gravimètres. Donc on voit un engin qui est en train de faire de recueillir les images du sol et ces images vont être traitées. Quels sont les domaines d'utilisation de la télédétection en gestion des risques et des désastres? Les domaines sont multiples. Donc nous avons sélectionné pour vous quelques domaines. L'élaboration de cartes topographiques à partir de paires stéréographiques, de photos aériennes, permettant de recréer une image en 3 dimensions. Les tremblements de terre sont localisés a posteriori en comparant les sismogrammes enregistrés en différents lieux. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Les modèles numériques de terrain MNT produits par interférométrie radar. Les fonds marins sont cartographiés grâce à l'usage des sonars. Des inventaires forestiers tels que le comptage d'arbres, l'évaluation de la biomasse ou de l'état de stress et de santé des arbres utilisent de plus en plus l'imagerie aérienne, voire satellitaire, dont l'infrarouge. Et dans le cadre de la lutte contre la désertification, la télédétection facilite le suivi et la surveillance à long terme des zones à risque, la définition des facteurs de désertification. Alors si nous revenons aux 4 étapes de la gestion du risque,
à savoir atténuation, préparation, réponse et reconstruction, on voit que pour les cyclones et les sécheresses, eh bien, la télédétection est applicable à ces 4 étapes. Et particulièrement au niveau de l'atténuation, par la modélisation du risque. Alors le principe est le même pour tous les types d'aléas. Il faut tout d'abord caractériser le phénomène et ensuite il faut modéliser le risque. Et on parvient à la cartographie de l'aléa. Et c'est cette cartographie qui est utilisée maintenant pour prévenir et aussi pour l'information préventive. Donc au niveau de l'atténuation, on voit bien l'utilisation, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais vous voyez qu'à tous les niveaux, la télédétection est appliquée. Tant pour l'atténuation, la préparation, la réponse et la reconstruction. Pour les cyclones, les sécheresses, pour les séismes et les tsunamis, de même que pour les inondations, donc on voit toujours la cartographie du risque, qui est la mitigation, cartographie des zones exposées aux inondations, de même qu'au niveau de la préparation opérationnelle, on voit toujours l'alerte précoce, cartographie de la pluviométrie, pour les inondations, etc. Pour les glissements de terrain et les volcans, donc la télédétection s'applique également à tous les niveaux, pour toutes les étapes de la gestion du risque. Toujours la modélisation du risque, et pour la reconstruction, l'évaluation des dommages lorsque le phénomène s'est produit. À tous les niveaux, on peut donc appliquer ces méthodes. Deuxième outil que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la géophysique. La géophysique, c'est l'étude des caractéristiques physiques de la Terre ou d'autres planètes, utilisant des techniques de mesure indirectes telles que la gravimétrie, le géomagnétisme, la sismologie et la méthode électrique, le radar géologique, la résistivité apparente, la tomographie, etc. Donc voilà quelques outils qui sont utilisés pour avoir des informations pour la gestion des risques et des désastres. Donc voilà, c'est surtout au niveau de l'atténuation et de la réparation que la géophysique est utilisée, particulièrement pour les séismes et les tsunamis et les glissements de terrain. Donc encore une fois, on peut cartographier le risque à partir de certaines mesures de géophysique telles que le MASW ou encore le HUV, on en parlera tout à l'heure. Pour les glissements de terrain, modélisation du risque, cartographie du risque, modèle numérique, délégation, etc. Troisième outil utilisé pour la gestion en GRD, ce sont les technologies de l'information et de la communication. Monsieur Etienne en parlait ce matin. Aujourd'hui, on n'est plus au TIC, NDIC et autre chose. Donc ça a évolué. Donc c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques et des équipements informatiques permettant de communiquer à distance par voie électronique, câble, téléphone, Internet, etc. Donc voilà les applications de ces nouvelles technologies à la gestion des risques, particulièrement pour les séismes, tsunamis et les cyclones. Donc au niveau d'atténuation, on pratique la surveillance sismique, la surveillance de tsunami et la surveillance cyclonique. Et pour la préparation, la phase alerte peut être gérée à partir de ces outils très précieux. Un exemple de station météo automatique, on place des équipements sur le terrain, donc qui peut envoyer des informations à un poste de travail d'observateur, ou bien encore à un système informatique central, et qui est reçu par les prévisionnistes et contrôleurs, qui font le déploiement et ensuite ils donnent l'information. De même que vous avez un poste de jaugeage de contrôle des crues d'une rivière, donc vous avez un dispositif quelque part, des panneaux solaires, et vous avez des jauges, et dès que l'eau monte, donc les données sont enregistrées et envoyées quelque part dans un centre de données où l'on peut maintenant donner l'alerte. L'alerte, voilà, il y a un signal qui est donné, et avec le téléphone portable, on peut maintenant envoyer les alertes par SMS à tout le monde. Donc voilà les progrès faits par la science dans la gestion des risques et des désastres. Et enfin, vous avez une technologie, l'actuelle, ce sont les drones télécommandés, donc, qui permettent de survoler les espaces où les phénomènes se produisent, là où on n'a pas accès à ces phénomènes-là, donc on envoie ces drones donc, qui captent les images. Voilà. Donc on a une idée de ce qui se passe au moment de ces phénomènes. Maintenant, où en sommes-nous en Haïti avec toutes ces données? Est-ce qu'on a commencé à appliquer ces outils scientifiques en Haïti? Voyons tout d'abord l'état de la situation. Vous voyez cette carte? Les parties vertes, ce sont les zones de plaine.
la vallée de l'Antibonite, la plaine du Nord, la plaine du Cul-de-Sac, la plaine de Léogane et la plaine des Cailles. Tout le reste, ce sont des montagnes. Donc si vous regardez ce tableau, vous avez les pentes et la surface du pays. En dehors des plaines et plateaux, avec des pentes de 0 à 10%, des pentes très faibles, cela représente seulement 29,5% de la surface du pays. Haïti, c'est 29 750 km². Donc seulement 29,5% de la surface du pays. Tout le reste, plateau et piémont, piémont et morne et col raide, pente abrupte, supérieure à 50%, ça fait à peu près 70% du territoire national. C'est dans cet espace-là que les Haïtiens vont vivre. Donc il y a une question d'offre et de demande. La demande, elle est faite par la population, et l'offre, c'est ce que nous offre ce territoire-là. Maintenant, en termes de population, il y a 50 ans de cela, en 1965, on avait seulement 5 départements géographiques. Et la population était estimée à peu près à 4,9 millions habitants, avec une densité de 76 habitants par kilomètre carré, superficie de 27 750 km². 50 ans plus tard, le nombre de départements est passé de 5 à 10. Et la population aujourd'hui est estimée à 10 413 211 habitants, presque le double. Et une densité de 385 habitants par kilomètre carré. Or, tout à l'heure, on a dit que plus la population augmente, plus les risques augmentent. Avec un rythme de croissance de l'ordre de 2,3% l'an, la population haïtienne sera de 16 millions d'ici 2030 si on ne fait absolument rien. S'il n'y a pas une politique démographique dans ce pays. Tandis que la population augmente, la superficie reste telle qu'elle. Mais la densité augmente. Donc, la croissance démographique, en l'absence d'une croissance économique comparable, nourrit directement la pauvreté. Voilà la courbe de croissance démographique. Voilà la courbe de croissance annuelle du PIB. Ça va en termes de cycle, donc ça ne va pas de la même proportion. Donc cela nourrit directement la pauvreté. Et on constate que, avec cet accroissement de la population, avec cet état de pauvreté, le bois et le charbon de bois représentent actuellement 72% des sources d'énergie en Haïti. Et le niveau de déboisement est très élevé. L'érosion des terres conduisant à la désertification du territoire augmente rapidement. Donc voilà la situation environnementale, un état totalement dégradé, très fragile. Et en plus de cet état dégradé de l'environnement, la République d'Haïti est exposée à des phénomènes naturels d'ordre géologique, hydrologique et météorologique, ce qui constitue des facteurs aggravants. Donc voilà quelques images qui nous montrent que Haïti a une saison cyclonique chaque année. La saison pluvieuse va de avril à juin et la saison cyclonique de juin à novembre. Voilà. Ensuite, les séismes. Nous avons des failles majeures qui traversent Haïti. Si on a une saison cyclonique de juin à novembre, on a une saison sismique qui part du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Donc c'est toute l'année. Nous avons aussi des possibilités d'avoir des tsunamis, parce que nous avons des failles qui passent en mer, nous avons plus de 1500 km de côte, donc on peut avoir des tsunamis à champ proche, à champ régional et à champ lointain. Nous avons des problèmes d'inondation, des problèmes de cyclone, des problèmes de mouvement de terrain, particulièrement des glissements, puisque nous avons 70% de mornes, de relief. Donc les mouvements de terrain se produisent là, vous avez des pentes. Et la menace de sécheresse, qui est très en vue actuellement. Donc presque tous les phénomènes naturels précédemment montrés peuvent impacter ce pays. La plupart des villes à forte densité démographique se situent soit dans les plaines inondables, soit en bord de mer, soit sur des pentes, ou bien près des failles sismiques. Ce qui veut dire que la vulnérabilité de la population elle est très élevée. Si nous prenons par exemple la faille de la presqu'île du Sud, qui traverse toute la presqu'île du Sud, il y a 5 départements géographiques qui sont concernés par cette faille. 5 départements, ça représente à peu près 60% de la population. Et la faille du Nord,
concerne trois départements géographiques, le nord-ouest, le nord, le nord-est, ce qui représente 20% de la population. Avec ces deux failles, 80% de la population sont concernés par les failles sismiques. Sur 10 millions, vous voyez ce que ça donne. Selon l'indice mondial de risque, Haïti figure parmi les 15 premiers pays ayant atteint l'un des indices de prédisposition aux catastrophes naturelles les plus élevés au monde. Donc ceci devrait nous faire réfléchir et avoir une politique pour la gestion des risques et des désastres. D'où la nécessité en Haïti d'imposer une professionnalisation du métier de gestionnaire du risque, tout en accordant l'importance qu'il faut à la recherche scientifique afin d'éviter que les risques se transforment en catastrophe. On a vu, c'est ce déploiement de ces mesures de géologie spatiale qui nous permettent de connaître la vitesse de déplacement de la plaque caraïbe. Vous savez qu'Haïti, Jamaïque, Porto Rico et les Petites Antilles, nous sommes sur la même petite plaque qui est la plaque caribéenne. Et au-dessus, vous avez la plaque nord-américaine qui est en subduction, c'est-à-dire qui glisse sur la plaque caribéenne. Maintenant, les mesures de géodésie spatiale, vous voyez les flèches, nous indiquent que cette plaque caribéenne se déplace dans cette direction-là à la vitesse de 2 cm par an. De même que la plaque nord-américaine qui glisse sur la plaque caraïbe, elle s'enfonce à la même vitesse de 2 cm par an. Donc ce sont ces deux plaques qui, par collision, donnent des fractures que nous appelons des failles et qui vont traverser Haïti. Ce sont ces failles-là qui sont les sources des séismes. Donc voilà une première information obtenue à partir des mesures de géodésie spatiale. Donc depuis 2003, on fait ces mesures sur Haïti. Ces mesures ont été faites également en République dominicaine. Et voilà les résultats de ces mesures. Ça nous montre que l'île est soumise à un cisaillement entre le nord et le sud, avec une vitesse de 2 cm par an. Donc on a mesuré la vitesse de déplacement sur la faille septentrionale, qui passe en mer, ici, et on a mesuré également la vitesse de déplacement de la faille de la presqu'île du Sud, qui fait 250 km tout au long de la presqu'île du Sud. Et les résultats ont montré que, avec une vitesse de 7 mm par an, le dernier séisme remonte, c'était en 1770, à 250 ans, donc il y a un déficit glissement de 1,80 m pour la presqu'île du Sud, et un déficit glissement de 1,98 m pour la faille septentrionale. Ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à ce que sur la faille septentrionale, on ait des séismes de magnitude 7,8 jusqu'à 8. Tandis que sur la faille de la presqu'île du Sud, c'est une faille qui peut générer des secousses sismiques de magnitude allant jusqu'à 7,2. Et ces résultats ont été donnés avant 2010, en 2007. Malheureusement, en Haïti, on fait toujours l'impasse sur la science, on n'a pas eu foi en ces données. Et effectivement, le 12 janvier, on a eu le séisme. Et avec une magnitude de 7, entre 7 et 7,2, on a cru que c'était la faille de la presqu'île du Sud qui avait donné le tremblement de terre. Et par la suite, on va voir que ce n'était pas du tout cette faille-là qui a bougé le 12 janvier. Ensuite, après le 12 janvier, il y a eu une campagne océanographique, scientifique. Ça, c'est le bateau français La Tarente, d'Ifremer. Donc, il y a eu une campagne autour d'Haïti. Voilà. On a voulu avoir le tracé exact entre la pointe du Tiburon et la Jamaïque, Plantain Garden. Donc, c'est une campagne qui a pu donner le tracé exact de la faille, tant au niveau de la presqu'île du Sud que dans le nord également. Donc, aujourd'hui, nous avons un tracé exact de ces failles. Ensuite, nous avons reçu des universités étrangères. Donc, la technique qui a été utilisée, c'est la technique des tranchées. On a fait une tranchée exactement à ce niveau-là, voilà la tranchée. Ceci pour retrouver la trace des séismes passés. C'est la paléosismologie. Donc, ce sont des tranchées qui ont été creusées pour repérer et dater d'éventuelles déformations des couches sédimentaires. Donc, par analyse, on peut remonter dans le temps et savoir quels sont les séismes survenus dans la zone, à partir de ces failles. Je dois vous dire également que le séisme du 12 janvier a provoqué le soulèvement d'une bonne partie de la zone de Léogane, et des récifs coralliens se sont soulevés
Et voilà les photos de ces récifs. Voilà encore une technique qui a été utilisée après le 12 janvier. C'est l'interférométrie radar qui nous donne la zone du séisme. Et on voit bien qu'ici, il y a une certaine particularité. Parce que le 12 janvier, puisque nous avons fait des mesures de géodésie spatiale, on s'attendait à ce qu'il y ait un séisme de magnitude 7 sur la faille de la presqu'île du Sud. L'épicentre a été localisé justement à côté de Grissier, dans cette zone-là. Donc on a cru que c'était la faille de la presqu'île du Sud qui avait provoqué le séisme. Mais lorsqu'on a été sur les lieux, on n'a pas trouvé de traces de rupture de la faille. Parce que cette faille, c'est une faille transformante qui se déplace de manière horizontale. La rupture n'a pas été observée, mais bon, cette photo nous montre une anomalie dans la zone de Léogane. Il y a eu un soulèvement de cette partie-là de 40 cm. Donc on s'est dit, peut-être que ce n'était pas cette faille-là qui a joué. Il fallait investiguer davantage, et voilà le passage de la faille de la presqu'île du Sud, mais c'est plutôt cette partie-là qui a été affectée le 12 janvier. Et on a placé des appareils sur toute la faille, et tous les points noirs que vous voyez, ce sont des répliques qui ont été enregistrées après le séisme du 12 janvier. Donc pendant 2 ans, on a enregistré les répliques. On a vu que ces répliques ne se situaient pas sur la faille en Clio, mais au-delà, au niveau de la mer et sur cette faille-là. Donc on est arrivé à la conclusion que le séisme ne s'est pas produit sur cette faille, mais sur une structure que l'on ne connaissait pas avant. C'est une faille aveugle et qu'on a baptisée la faille de Léogane dans cette zone. Donc les répliques se répartissent sur une 50aine de kilomètres englobant la zone de rupture du séisme principal. Donc voilà l'épicentre du séisme ici. C'est une étude qui a été réalisée par des compatriotes haïtiens à Purdue University. Ils ont pris les résultats de ces répliques et ils nous ont montré que les zones rouges sont celles d'augmentation des contraintes. Donc le séisme du 12 janvier a provoqué une augmentation de contraintes dans ces zones-là, en rouge, et tandis que dans les zones en bleu, il y a eu une diminution de ces contraintes. Cela veut dire quoi? S'il y a augmentation des contraintes au-delà de la zone de rupture, ça veut dire que ces zones-là, maintenant, accumulent une certaine énergie, donc probablement le prochain séisme viendra de ces zones-là. Et puisque cette faille continue d'accumuler de l'énergie, que la rupture n'a pas eu lieu sur cette faille de janvier, c'était une faille aveugle, cela veut dire que l'énergie est toujours accumulée dans la faille de la presqu'île du Sud. Donc, le séisme que l'on attendait avant le 2 janvier n'est pas encore arrivé. C'est ce que ça veut dire. Et voilà une étude qui a été réalisée par nos compatriotes sur la faille de la presqu'île du Sud qui montre les zones rouges. Il y a 3 segments. Le segment de Port-au-Prince, le segment central, le séisme a eu lieu sur le segment central, et le segment qui part de Petit-Gouave jusqu'à Minagouane. Et chacun de ces segments accumule leur propre énergie. Ce qui veut dire que même si on a un séisme sur l'un de ces segments, mais dans quelques années après, on peut avoir un autre séisme sur un autre segment. Et puisque le séisme a eu lieu sur le segment central, tout près de Grissier, mais peut-être que le prochain séisme, l'épicentre sera situé beaucoup plus près de Port-au-Prince. Et beaucoup de maisons qui ont résisté au séisme du 12 janvier, peut-être que ces maisons-là ne vont pas résister. Alors, un pas qui a été franchi après le 12 janvier, on n'avait pas d'appareil de surveillance en Haïti. Donc nous avons la possibilité, nous avons eu la possibilité de placer certains appareils sismiques. Ce que vous voyez là, ce sont des stations sismiques large bande et des sismographes de type rural. Nous avons des accéléromètres de type Networks qui ont été répartis sur l'ensemble du pays. Actuellement, nous avons installé 5 appareils. Un à Léogane, un autre à Juvena, à Jacmel, à Hinche et au Cap-Haïtien. Ces appareils fonctionnent. Donc, il est prévu de placer d'autres appareils sur l'ensemble du territoire pour avoir une couverture. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons avec ces appareils? Nous enregistrons des données en temps réel. Voilà les appareils répartis sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, les appareils émettent en temps réel vers une antenne satellite qu'on appelle un hub de réception. Et nous avons un centre de données à Delma, au bureau des mines et de l'énergie. Nous recueillons les données, nous faisons le déploiement
et nous calculons les magnitudes et les épicentres. Ensuite, nous, voilà, le centre de données, on est en train de faire la surveillance, voilà les sismogrammes, et c'est à partir de ces sismogrammes qu'on calcule les magnitudes et les coordonnées. Je dois vous dire que nous avons bénéficié du service de deux anciens étudiants de l'ESI, qui sont d'ailleurs ici avec nous. Vous pouvez vous donner. Ce sont eux qui gèrent le réseau informatique qui administre le réseau de l'unité technique de sismologie. Ils ont reçu une formation à la Martinique, à l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique. Donc nous avons maintenant des Haïtiens qui sont en mesure de faire la surveillance sismique. Et à partir de ça, de ces enregistrements, nous émettons depuis 2015, depuis janvier 2015, des bulletins sismiques pour pouvoir informer la population. Nous sommes en train de préparer un catalogue des secousses pour l'avenir. De même qu'au niveau de la surveillance de tsunami, on commence à placer des appareils. C'est un marégraphe qui est placé sur le quai du Cap Haïtien pour mesurer les variations du niveau de la mer près de la côte. Donc, il est prévu également d'installer des marégraphes sur l'ensemble du territoire. Et actuellement, il y a au Semana une entité qui s'appelle le Codomar. C'est la salle de contrôle du tsunami. Donc, dès qu'il y a une montée de la mer, dès qu'il y a une annonce de tsunami, donc ils sont là pour faire des calculs et alerter la population. Tout ça, ce sont des pas qui ont été franchis après le 12 janvier. Bon, c'est pas très clair, voilà une carte qui nous montre, bon, si on a l'œil qu'il faut, on voit le tracé de la faille de la presqu'île du Sud au niveau de la boule. Vous voyez les carrières de sable. Donc la faille suit exactement le tracé de la rivière froide. Donc la faille continue, comme ça. Donc voilà. Et au niveau de la chaîne des Matheux, il y a encore d'autres failles. Donc on voit bien que la capitale haïtienne, la plaine du Cul-de-Sac, se trouve enclavée entre deux failles, qui sont des failles actives. Et de plus, cette carte nous montre le degré d'exposition de certaines communes par rapport à la faille de la presqu'île du Sud. Par exemple, si vous regardez Pétionville, Pétionville est pratiquement sur la faille, de même que Kingscoff. Port-au-Prince est à 2 à 3 km de la faille, Carrefour, Delma, Pétionville, l'aéroport est là. Donc dans cette zone-là, il y a près de 3 millions d'habitants à habiter, qui sont exposés directement à l'activité de cette faille. Bon, c'est pas trop clair. Après le séisme, on a pu cartographier les dommages provoqués par le séisme. Donc on peut voir les zones de concentration des dégâts. Donc ce qui nous a bien montré que toutes les zones n'ont pas été affectées. Mais dans certaines zones, il y a eu concentration de bâtiments démolis. Pourquoi? Donc il fallait se poser la question. Et on s'est rendu compte que malgré que l'épicentre du séisme soit à 25 km de Port-au-Prince, il y a eu beaucoup de dégâts de la capitale. C'est parce que justement, la zone de Port-au-Prince, c'est une zone, c'est un bassin qui est constitué de sols mous, donc il y a eu des effets de site géologique. Autrement dit, les zones sismiques, en parcourant les sols mous sédimentaires, ces zones ont été piégées dans ce type de sol, il y a eu amplification des zones sismiques. Maintenant, après le 12 janvier, on a procédé à une étude de microzonage sismique de l'agglomération de Port-au-Prince et des grandes villes du Nord. Donc voilà une technique de géophysique qui a été utilisée, c'est le MASW. Le MASW, on crée un choc et on étudie la vitesse de propagation des zones dans le sol jusqu'à 30 mètres de profondeur. C'est ce qu'on appelle le VS30. Et voilà la technique qui est utilisée par nos compatriotes, ce sont les ingénieurs haïtiens du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Donc on fait des mesures à partir de ces appareils-là. Ensuite, ces mesures sont traitées et après, on sort une carte qui montre les différents types de sols au niveau de l'agglomération de Port-au-Prince. Donc ça, c'est Pétionville. Ça, c'est le centre-ville. Vous avez l'aéroport et Delma se trouve ici. Donc d'après le code IBC, International Building Code, qui est en vigueur en Haïti, parce que dans toutes les années, les sols sont classés en A, B, C, D, E, F. Si vous avez une vitesse supérieure à 1500 mètres par seconde, cela veut dire que vous êtes sur le rocher. C'est un très bon sol.
Donc, l'onde passe rapidement, ne reste pas. La maison va être secouée, mais l'onde va passer. Tandis que si vous êtes sur un sol, la vitesse varie entre 180 et 360 mètres par seconde, vous êtes sur un sol classé E, ou bien D. D, E, F, ce sont de très mauvais sols qui ont la possibilité d'amplifier les ondes sismiques. Donc, voilà les résultats pour la région de Port-au-Prince. À Pétionville, et ici, on a des classes A et B. Donc, ce sont de très bons sols, on est sur le rocher. Mais pour ce qui a trait à Delma et le centre-ville, ce sont des classes C et D. Et particulièrement le centre-ville qui est en rose, ça veut dire que c'est un très mauvais sol qui a la possibilité d'amplifier les ondes sismiques. Donc, on va avoir beaucoup de dégâts dans ces zones-là. Pour le Cap haïtien, on a fait cette même étude. Donc, regardez bien. D et E. D, c'est ça, en rose. Et E. Donc, finalement, le Cap haïtien est là. Donc, 80% de la zone étudiée était classée en D et E. E, c'est un très mauvais sol. Donc, voilà, tout ceci est classé en E. Je vous fais remarquer que l'aéroport du Cap haïtien, qui a été aménagé dernièrement, est situé en classe de sol E. Ce qui montre que, en fait, ces outils devaient être disponibles avant la construction de ces infrastructures. L'aéroport a été implanté ici. Maintenant, on se rend compte que certaines infrastructures ont été mal implantées. Le port également. Le port est là, dans une zone à risque. Maintenant, il y a encore une autre méthode, beaucoup plus fine, qui permet de classer les sols. À ce moment-là, il faut croiser les données issues de la géologie, les données de la géophysique MASW. Il y a encore une autre mesure de géophysique qu'on appelle la mesure HUV, ou bien encore le bruit de fond, qui détermine la résonance propre du sol. Ensuite, les sondages géotechniques avec des analyses de laboratoire. En croisant toutes ces données-là, on arrive encore à une autre classification beaucoup plus élaborée. Et voilà, tout ceci a été fait pour l'agglomération de Port-au-Prince. Maintenant, cette zone-là a été, on a vu qu'il y a 7 classes de sol. La classe 0, c'est le rocher, qui domine la ville, Boutillier, Pétionville. Ensuite, tout le reste, vous avez 6 classes de sol. Et à côté de ça, pour chaque classe de sol, on a un spectre de réponse que l'on peut comparer avec le spectre au rocher qui est en noir. Donc dès qu'il y a une différence, ça veut dire qu'il y a un effet de cycle important. Donc tout à l'heure, on a vu que cette partie-là, en mauve, c'est la classe 2. Et voilà le spectre de réponse de la classe 2, qui veut dire qu'on ne peut pas mettre dans cette zone des bâtiments de plusieurs étages. C'est ce que ça veut dire. Tandis qu'avec d'autres spectres de réponse, ici, en rouge, la classe 6, on peut avoir des effets de cible pour des bâtiments qui n'ont pas beaucoup d'étages. Donc voilà un instrument qui peut être utilisé pour la construction parasismique. Et ce travail a été fait pour l'agglomération de Port-au-Prince, pour Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Ouanamet, Port-de-Paix et puis Seine-du-Nord. En fait, on devrait avoir ce travail sur l'ensemble du territoire national. Là encore, ce sont des cartes des MND, modèles numériques de terrain, qui ont été utilisés pour analyser la structure. Donc, vous avez encore le réseau hydrographique à partir des modèles numériques de terrain. On a fait des profils stratigraphiques. Tout ceci nous a permis de faire une carte géologique à l'échelle 1,25 millième pour l'agglomération de Port-au-Prince. Ce qui montre que les formations géologiques varient d'un quartier à un autre. Et cette étude nous a permis de mettre en évidence des failles, d'autres failles qui n'étaient pas encore connues. Parce qu'on savait exactement que la faille de la presqu'île du Sud, qui est en rouge, traverse toute la presqu'île du Sud, mais l'étude a mis en évidence une autre série de failles qui vont de Bourdon jusqu'au Mont Calvaire, en passant par Jalousie qui est ici. Donc tout ça, ce sont des failles qui ont été mises en évidence par cette étude de microsonagisme, d'où l'importance de la recherche. Ces méthodes sont également utilisées pour les glissements de terrain. Ça, c'est un glissement de terrain qui s'est produit à Kinskov. Donc, on a pu cartographier ce glissement. Voilà le glissement à Kinskov.
et des mesures de tomographie ont été utilisées pour détecter la profondeur du glissement. Donc les outils, ils sont là. Ça, c'est une carte d'aléa liquéfaction qui a été réalisée pour la zone du Cap-Haïtien. Donc, on voit que la liquéfaction, elle est forte pour tout ce qui est rouge ici. Et voilà l'aéroport du Cap-Haïtien. Donc, l'aéroport est localisé dans une zone qui est liquéfiable. Qu'est-ce que ça veut dire, la liquéfaction? Certains types de sols fins, tels que les sables, les vases, lorsqu'ils sont gorgés d'eau, sous l'effet d'un fort séisme, provoquent la liquéfaction. Ça veut dire que les sables peuvent remonter en surface, les grains de sable sont noyés dans l'eau, et tout ce qui se trouve en surface plonge. Donc, voilà les zones liquéfiables de la zone du Cap-Haïtien. Tout ça. Le Cap-Haïtien est là, avec des indices de liquéfaction très élevés. Ça encore, c'est une carte d'aléa inondation pour la ville de Gonaïves. Donc voilà l'inondation qui s'est faite en 2004, et en 2008, on a eu encore une autre inondation. Donc, Gonaïves, c'est une zone à risque d'inondation. Donc, avec cette carte-là, on a les zones d'aléa extrême, aléa fort. Donc, c'est une carte de prévision et de prévention également. Donc, voilà les outils qui peuvent être utilisés pour la prévention. Une autre carte d'aléa d'inondation pour le Cap-Haïtien. Donc tout ça encore, ce sont des outils permettant. Et on voit encore que l'aéroport est situé dans une zone inondable. Voilà une autre carte dans le domaine des tsunamis. Carte de menace de tsunami. On a pris le scénario en considérant que, admettons qu'il y ait un séisme de maximum 8,7 dans le nord. Quelles sont les zones qui seront affectées par le tsunami? Donc c'est une carte qui donne. Donc l'eau va arriver jusqu'à 10 mètres de hauteur ici. Entre 1 et 3 mètres, tout ce qui est en bleu. Voilà l'aéroport encore, ici. Donc une bonne partie de la ville sera vraiment inondée au cas où il y aurait un tsunami à champ proche. Comme cela s'est déjà produit en 1842. Il y avait 3 mètres de hauteur pour un séisme de magnitude 8. Donc cela s'est produit dans le passé. Donc dans le futur, on va encore en avoir. Et après 74 ans que le séisme a eu lieu au Cap-Haïtien, donc quelle est la période de retour au Cap-Haïtien? On ne sait pas. Certains disent 100 ans, 150 ans. Donc pratiquement, nous avons dépassé cette période. Donc on est pratiquement sur roue libre. Voilà encore un pas qui a été franchi. C'est une carte d'évacuation en cas de tsunami. Donc à partir de cette étude-là, pour laquelle il y a une caractérisation du séisme, une numérisation du risque, et on a produit cette carte d'aléa. Donc, on a identifié des zones où les gens peuvent s'abriter en cas de tsunami. Donc, il a été placé dans les routes du Cap-Haïtien des panneaux signalétiques indiquant les routes à suivre. Et maintenant, les gens ont été informés. Donc, ils peuvent s'arrêter ici. Voilà les abris qui ont été choisis pour les gens en cas de tsunami. Ce travail a été fait au Cap-Haïtien, il a été fait également pour la zone de Fort Liberté, donc voilà les abris. Donc on ne peut pas improviser en disant qu'on considère ce bâtiment comme un abri, donc il faut quand même ce scénario, il faut des études scientifiques pour savoir exactement où est-ce que la vague va arriver. Maintenant, on ne peut pas placer un abri en plein dans la zone qui sera couverte par le tsunami. Donc il faut une étude spéciale pour faire ça. Cette étude a été faite également pour la zone de Port-de-Paix, donc on voit bien que les abris sont toujours placés en dehors des zones inondables. Donc la question, bon, si je vous la pose maintenant, est-ce que la recherche scientifique est utile pour la prévention des catastrophes naturelles? Oui, on l'avait dit, absolument. Mais quelle est la finalité de tout ça? Il ne s'agit pas de faire une carte, une belle carte, juste pour faire une carte. Quelle est la finalité de tout ça? C'est pour réduire la vulnérabilité. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Quand il y a encore d'autres étapes à franchir. Tout d'abord, ces outils doivent être maîtrisés par des professionnels haïtiens. D'où la question qui a été posée ce matin.
Donc il nous faut des gestionnaires du risque, donc il nous faut des gens compétents, des hommes et des femmes qui sont en mesure d'appliquer ces outils localement. Ça fait un. Deuxièmement, ce sont des outils, une carte d'aléa, c'est quelque chose de très technique. Mais les décisions politiques, ce ne sont pas les politiciens qui les prennent. Ce ne sont pas les scientifiques qui les prennent, mais bien des politiciens. Et ces cartes d'accès ne disent absolument rien à un politicien. Donc la deuxième étape, c'est la traduction opérationnelle de ces outils techniques en documents de prévention accessibles aux décideurs, particulièrement aux collectivités territoriales, les élus, les maires, ASEC, CASEC. Ce sont eux qui vont prendre la décision. Donc il faut que les choix soient assumés par ces décideurs. Donc s'il n'y a pas une appropriation de tous ces outils, de tous ces résultats-là, pour pouvoir diminuer vraiment la vulnérabilité, c'est peine perdue. Ce sont des documents qui vont rester dans les tiroirs. Actuellement, le Cap est la ville la mieux étudiée du point de vue du risque. Mais qu'ont fait les autorités avec tous ces outils-là? Jusqu'à présent, rien. Donc, pour terminer, si on continue à faire l'impasse sur la science, ce matin, M. Etienne parlait de compétences en sismologie. C'est vrai, on n'a pas de sismologue avant le 12 janvier, mais après le 12 janvier, nous avons aujourd'hui près d'une douzaine de professionnels haïtiens qui ont été à l'extérieur, qui ont étudié dans les universités de Belgique, de France et des États-Unis, qui vont nous revenir avec des doctorats en sismologie. Mais s'il n'y a pas un cadre approprié pour les recevoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Après 2 mois, ils regardent la zone, il n'y a pas d'emploi, ils sortent. Donc on est en train de les former pour l'extérieur. Alors ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est la possibilité d'installer en Haïti un master en géosciences et géorisque. Et d'utiliser ces gens-là bien formés pour la formation des autres. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, si on continue de faire l'impasse sur la science, nous allons rester dans ce cercle vicieux. Lorsqu'on est pauvre, on est vulnérable. Si on est vulnérable, on est soumis au désastre. Lorsque les désastres se produisent, on devient encore plus pauvre. Plus on est pauvre, plus on est vulnérable. Finalement, on ne s'en sort pas. Et pendant que cette roue-là, elle tourne, on assiste avec impuissance à la détérioration de l'environnement et des ressources naturelles. Or, il se trouve que la simple réalité biologique veut que toute espèce qui détruit son environnement finisse par se détruire elle-même. Nous avons un taux de couverture forestière qui est moins que 2% actuellement, alors que l'équilibre écologique est rompu à partir de moins de 30% de couverture forestière. Donc, il faut briser ce cercle-là, il nous faut des gens formés à l'université, il faut restructurer l'université, il faut une autre approche de la gestion des risques et des désastres, il faut professionnaliser ce métier de gestionnaire du risque et donner l'importance qu'il faut à la science, sinon on va continuer à assister avec impuissance à la détérioration de l'environnement. Et détérioration de l'environnement veut dire perte sociale, perte économique et environnementale élevée et récurrente. Le développement est chroniquement interrompu et stagnant. Ce serait dommage pour notre très beau pays. Donc nous sommes en train de creuser notre propre tombe si nous refusons de briser ce cercle vicieux et de nous engager dans la voie de la prévention. C'est la seule issue possible. Donc, merci beaucoup pour la question.